Bien, bonsoir à tous. Donc, il y avait un débat dans mon équipe en disant est-ce qu'on attend les retardataires ou est-ce qu'on commence? Donc, on a un peu de retard. On va commencer. On va honorer ceux qui sont à l'heure. Donc, merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont organisé la soirée, Clémence et toute son équipe. Et puis, merci aux Bernardins de nous accueillir. D'habitude, nous avons la chance d'avoir quelqu'un des Bernardins qui est là, mais ce soir, ils n'ont pas pu être là. Donc, au nom de Laurent Landette, le directeur des Bernardins et des Bernardins, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous souhaite la bienvenue au nom de tous les captifs. Donc, je suis Thierry Deslauriers, le directeur général des captifs. Si j'ai un masque quand je suis près de vous, c'est parce que j'ai chopé un mauvais truc ce week-end. Ce n'est pas le Covid, rassurez-vous, mais j'essaye d'éviter de vous transmettre mes microbes. Donc, parmi vous, il y en a qui nous connaissent, il y en a peut-être qui ne nous connaissent pas beaucoup. Donc, je vais dire deux mots de qui sont les captifs. Et puis, je vais vous dire deux mots de là où on en est avant de passer le micro à Muriel et aux invités de la table ronde de ce soir. Donc, les captifs ont 41 ans cette année, puisque nous avons fêté les 40 ans l'année dernière, qui fait que cet événement n'avait pas eu lieu l'année dernière. Nous avions eu un événement artistique à Saint-Leu. Il y a 2 ans, le Covid nous avait obligés d'annuler cet événement. Donc, nous reprenons, après 2 ans d'interruption, cette table ronde qui fait toujours des heureuses rencontres. Donc, ça fait aussi, cette année, nous fêtons les 20 ans de la mort de notre fondateur. Nous les fêterons plus particulièrement lundi prochain, qui est le jour anniversaire de son décès. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour prier pour lui à Saint-Leu, Saint-Gilles, à 18h30, il y aura une messe à son intention. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, les captifs, c'est d'abord des tournées rues hebdomadaires que nous faisons auprès des personnes de la rue, des personnes sans abri, des personnes en prostitution. Aujourd'hui, en comptant les tournées que nous faisons à Paris, Lyon, Bordeaux, Nîmes, Brest, nous faisons plus de 70 tournées chaque semaine par des binômes qui sont fidèles et qui sont les mêmes toutes les semaines pour aller rencontrer les personnes à main nue, c'est-à-dire en ne proposant que la rencontre. Nous avons des prières rues aussi mensuelles, donc chacune de nos paroisses où nous sommes implantés. Nous invitons les personnes que nous rencontrons à venir prier, du moins pour celles qui le souhaitent. Donc certaines prient avec nous et puis viennent dîner avec nous. Certaines court-circuitent la prière pour le dîner. Mais voilà, c'est toujours joyeux et fraternel. Nous avons des accueils de jour dans nos différents lieux d'implantation. Donc à Paris, nous avons 10 lieux d'implantation, dont 8 plus ou moins accueils de jour, plus ou moins parce que les modalités sont différentes. Et nous avons aussi une colocation solidaire et un atelier sous statut OECAS, Bosco, alors 2 ateliers, un atelier Bosco peinture et un atelier Bakita pour la couture. Et puis, donc ces dispositifs font partie aussi des dispositifs innovants, parce que notre vocation, c'est plutôt d'accompagner les personnes vers le droit commun ou vers les autres associations. Mais de temps en temps, il y a des choses qui nous chatouillent, parce qu'on trouve qu'il y a des besoins oubliés pour de personnes oubliées. Donc, il y a 12 ans maintenant, nous avons créé la colocation solidaire de Velgiros, où vivent ensemble 21 personnes qui sont issues de la rue et 9 bénévoles. Et il y a ces ateliers dont je vous parlais à l'instant. Nous avons aussi tout un programme spécifique pour les personnes alcoolo-dépendantes. Et nous avons toute une série de propositions pour la sortie de prostitution. Nous avons actuellement plus de 30 personnes qui sont en cours de sortie de prostitution, qu'on accompagne en général avec le dispositif prévu par l'État sur le sujet. Et alors cette année, nous avons vécu une année très particulière, puisque nous avions l'habitude tous les 5 ans de faire une réflexion stratégique pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans les 5 ans. Alors le Covid
a repoussé ce travail de 2 ans, mais nous l'avons commencé cette année au mois de mars. Nous ne l'avons pas encore terminé, parce que nous le faisons de manière synodale, en espérant, nous essayons d'écouter l'Esprit Saint, de prier, et puis nous le faisons de manière très collaborative avec les personnes accueillies elles-mêmes, avec les bénévoles, avec les salariés. Donc au printemps, nous avons eu 21 tables rondes avec les bénévoles, avec les salariés, avec les personnes accueillies. Et puis nous avons écouté, on a eu 30 entretiens avec nos interlocuteurs, partenaires des pouvoirs publics, des autres associations, des financeurs, de l'Église aussi. Et nous avons recueilli tout ce matériau sous un format vidéo et travaillé ensemble pendant 70 pendant 4 jours à la Clarté-Dieu. Donc 70, dont 23 personnes accueillies, qui a été une expérience très, très riche pour nous et très fondatrice pour la suite. Alors nous sommes en train d'exploiter ce travail. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Plein de bonnes choses. Donc je vais pas, je ne voudrais pas aller à la conclusion trop vite, mais quand même il y a des choses qui ressortent, donc je vais vous les partager parce que ce serait vous maintenir un suspense intolérable pour vous. En 3 mots, notre plan stratégique pour l'instant, c'est déploiement, communion, espérance. En 3 phrases, c'est déployons nos ailes, accueillis bénévoles, salariés, unissons nos cœurs et nos talents, et puis témoignons de notre expérience pour la ville et pour l'Église. Et si j'explicite en témoignage, c'est-à-dire que déployons nos ailes, c'est déployons les captifs là où nous sommes appelés. Alors, par exemple, nous avons une jeune femme ivoirienne qui était l'année dernière en service civique international aux captifs et qui est retournée en Côte d'Ivoire et qui se pose la question de créer une antenne des captifs à Abidjan pour aller visiter les personnes prostituées à Abidjan. Alors en plein cœur de Paris, nous avons notre dispositif des tournées spécialisées vers les grands malades psy dans la rue, qui est à Gare du Nord, Gare Saint-Lazare et Gare de l'Est. Et on voit qu'à Châtelet-Les-Halles, où nous avons une antenne, nous avons des personnes qui ont les mêmes difficultés, et nous nous posons la question d'avoir une nouvelle équipe aussi spécialisée pour aller rencontrer ces personnes sur ce quartier. Deuxième point, je vous parlais de ce temps de 4 jours que nous avons eu fin juin, où nous avons fait une expérience très concrète de la richesse de travailler avec les personnes accueillies et du fait qu'ils pouvaient avoir des idées que nous n'avions pas et qui étaient des très bonnes idées. Elles ont beaucoup insisté. Par exemple, les femmes nigérianes ont beaucoup insisté pour que nous allions à la rencontre de leurs amis qui étaient sur Internet, qui se prostituaient via Internet, en disant voilà, mais personne ne s'occupe d'elles, personne ne les rencontre, allez les voir. Alors on leur a dit mais on ne sait pas très bien comment aller les voir parce qu'on ne se voit pas se déguiser en client pour aller les croiser sur Internet. Elle dit ouais, mais nous on a des idées. Et donc ça fait partie des travaux qui sont à l'ordre du jour. Et aussi, au travail à l'ordre du jour, c'est comment on peut les impliquer beaucoup plus dans notre quotidien, dans la gestion de la vie et l'animation de la vie associative. Pour témoigner notre espérance pour la ville et pour l'Église, alors il y a quelque chose que faisait déjà notre fondateur Patrick Giros et que nous continuons, qui sont les messages aux établissements scolaires, dans lesquels l'idée est vraiment d'aller témoigner de la manière dont nous regardons le pauvre et la personne de la rue, les personnes prostituées comme des frères et sœurs et non pas uniquement comme des personnes victimes d'une situation. Mais se pose une question sur laquelle on est de plus en plus interpellé et qui va nous amener sans doute à faire des nouveaux développements, qui est le développement de la prévention de la prostitution des mineurs, prostitution qui se manifeste en cité, mais aussi dans les établissements scolaires, et même les établissements scolaires parisiens les plus huppés, et sur lesquels on est appelé régulièrement pour voir comment prendre ce sujet. Notre espérance aussi, c'est de faire l'expérience que la relation, elle est première
est essentiel pour permettre aux personnes de se remettre debout. On va en parler un petit peu ce soir. Et vous voyez, voilà, on a plein d'idées. Alors, quand on présente ça, j'ai des collaborateurs qui me disent, mais ouais, Thierry, mais là, comment on va faire? Parce qu'il y a 5% d'inflation. Et déjà, ça va être difficile de joindre les deux bouts. Mais on va le faire. Et je leur dis, bah, vous inquiétez pas, si l'Esprit Saint veut bien qu'on fasse tous ces projets, nous aurons les bénévoles, les moyens de le faire, et ça viendra sûrement et sans souci. Bon, il se trouve que l'Esprit Saint passe peut-être aussi par vous, donc n'hésitez pas. Et si vous connaissez des gens par qui il peut passer, n'hésitez pas non plus. Alors, donc je parlais de la relation tout à l'heure. Donc, le thème qui nous est venu cette année, quand on voyait un certain nombre de pubs sur un truc qui s'appelle le métaverse et dont peut-être vous reparlerez tout à l'heure, c'est de dire, mais mon Dieu, les gens, on veut nous emmener vers une civilisation qui est complètement virtuelle et numérique. Et puis on sort de ce Covid où nous avons vu qu'une réunion en visio et une réunion en dévisu face à face, c'est pas exactement la même chose. Et puis en même temps, on voit que le numérique, donc il a des limites, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui nous permettent de vivre et de nous faciliter la vie. Donc posons cette question de numérique et relations, est-ce qu'ils sont ennemis ou alliés? Et puis on a levé le nez et s'est dit, voilà, autour de nous, qui est-ce qui a des expériences? Donc on a pensé à Bertrand Galichon qui nous a accompagnés quand il était urgentiste à la Riboisière et qui est maintenant travaille dans différentes instances, mais grosso modo, et entre autres au SAMU social et à la PASS de Saint-Louis. Alors la PASS, ça veut dire permanence d'accès aux soins. Donc, grosso modo, il met toute son expérience pour le lien entre la santé et les plus pauvres à Paris. Il y a donc voilà notre premier invité avec qui j'avais eu un échange sur le numérique très intéressant. Donc il m'avait donné des côtés positifs alors que je le sais centré sur la relation. Il y a Hélène qui travaille comme directeur expérience collaborateur chez Saint-Gobain pour une branche du groupe en particulier, qui est sociologue de formation et donc qui a un regard de l'entreprise sur cette dimension de la relation et du numérique. Et en plus, Hélène a la gentillesse de nous parrainer pour un projet soutenu par Saint-Gobain. Il y a Joseph Tounel, donc de la CFTC, que je connaissais pour l'avoir entendu dans des chroniques sur différentes ondes radio et qui m'avait sollicité pour un colloque en Serbie sur la traite des êtres humains avec d'autres organisations chrétiennes syndicales. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié le moment que j'ai passé en Serbie avec Joseph et tous ses collègues. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut absolument que Joseph participe et nous partage son expérience sur le sujet et sa capacité à remettre l'humain au centre en permanence. Et puis Jean-Marc, alors lui, il est au cœur du sujet puisqu'il a créé Entourage, qui est une application pour aider les personnes sans abri, quoi. Une application pour gagner en relation. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as défini, mais... et qui a aussi créé Linked Out, quoi. C'est le LinkedIn des gens qui n'ont pas de réseau. C'est ça? Non? Ouais, voilà. Et que j'ai croisé il y a quelques années quand tu commençais à réfléchir à tout ça et qui voilà, a conduit son projet et qu'on accompagne régulièrement depuis. Donc merci à vous quatre d'être là. Et puis merci à Muriel, notre directrice de la communication et de la collecte de fonds, qui va utiliser son ancien métier de journaliste pour animer cette table ronde. Voilà, je vous laisse monter, je vous cède l'estrade.
Donc bonsoir à toutes et à tous. En effet, je suis Muriel, je suis au Captif depuis 1 an et demi. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir et d'animer cette belle table ronde. Ce sujet, il me tenait à cœur. Il est vraiment au cœur de l'actualité des captifs, au cœur des valeurs des captifs, puisque la relation, elle est essentielle et à la fois dans une société où elle bouge beaucoup avec la numérisation. Donc aujourd'hui, il va y avoir 2 temps. Un premier temps où je vais poser quelques questions à nos invités. Et un deuxième temps où vous pourrez aussi interagir avec eux, des réactions, des questions. Ce sera possible, il y aura un micro qui circulera. Donc dans un deuxième temps. Et avant de rentrer, de poser mes questions aux interlocuteurs, j'avais envie de vous en poser au moins 2 pour savoir si vous étiez bien en phase avec notre sujet. J'aimerais savoir, par exemple, ce soir, qui a déjà acheté quelque chose sans sortir de monnaie à moins de 10 euros. Est-ce que vous avez déjà payé avec votre carte bleue à moins de 10 euros? Si vous l'avez fait, levez le doigt. Voilà, je crois que c'est un signe. Je pense que vos poches et vos porte-monnaies sont un petit peu moins déformées par les pièces. Mais c'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour les personnes que vous croisez sur le trottoir et qui appréciaient d'avoir en effet ces pièces qui ne représentent pas grand-chose pour vous, mais qui pour elles étaient importantes. Et deuxième question, qui parmi vous a déjà acheté un billet de train sur Internet ou pris rendez-vous chez un médecin via Doctolib ? Voilà, là je crois qu'on a une salle qui est particulièrement concernée par le sujet. Ça illustre quoi? Ça illustre que la société, elle a bougé. Il y a 10 ans, vous auriez absolument pas levé le doigt comme vous l'avez fait. Toute cette transformation de la société, elle transforme la relation, puisque vous n'avez pas eu affaire à des personnes humaines pour toutes ces actions. Et que, on ne peut pas rester indifférent par rapport à cette évolution. Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il faut s'en méfier? On est là ce soir pour s'en parler, tous les 5. Donc, le sujet, il est vaste. Donc, on va le resserrer un petit peu. Avec un premier point qui est, puisque on voit cette numérisation évoluer, chacun dans vos univers, donc on a l'univers de l'entreprise qui est représenté, le monde médical, le monde du social, la rue. Comment, et on peut commencer par vous Hélène, comment vous voyez ou vous avez vu évoluer cette numérisation et est-ce qu'elle menace dans votre univers la relation ? Merci Muriel. La première chose que j'aurais envie de témoigner, c'est d'abord ça nous a permis de continuer à travailler. Parce que souvenez-vous, évidemment, le grand bouleversement de l'entrée massive du numérique dans nos modes de travail, c'est évidemment le confinement. Et c'est le passage sans aucune transition d'un travail présentiel à un travail distanciel, comme on utilise maintenant communément ces termes-là. Donc la première chose que nous devons quand même reconnaître dans ce mouvement numérique profond, c'est qu'il nous a permis de continuer à travailler et qui nous a permis de continuer à être en lien avec nos collègues et avec l'entreprise, les entreprises pour lesquelles nous travaillons. Et ça a aussi donné lieu à ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui assez communément comme étant le télétravail, qui était quelque chose d'une sorte de mouvement très progressiste avant le confinement, qui cantonné à certaines fonctions ou à certaines entreprises qui avaient un temps d'avance sur les autres, mais qui n'était certainement pas généralisé comme on le connaît aujourd'hui. Mais maintenant que c'est un donné, c'est-à-dire qu'en fait, ce travail, cette mixité, cette hybridation de travail, qui ne concerne quand même, je me permets de le rappeler, qu'une partie des gens qui travaillent, principalement des gens qui travaillent dans les bureaux, si on essaye de simplifier à l'extrême. Maintenant, c'est une donnée, et c'est une donnée qui bouleverse. Alors, je saurais pas, je pense que c'est encore un peu tôt pour dire si c'est positif, si c'est négatif, mais en tout cas, très certainement, ça a très bousculé les entreprises, ça a bousculé le management, qui doit désormais faire avec des équipes qui sont pas là, qu'il faut manager à distance, et savoir manager à distance, c'est pas simple. Ça a certainement bouleversé aussi la façon de percevoir son travail, avec un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
sans doute beaucoup plus qualitatif. Et dans les récents sondages ou interrogations auprès des salariés, on voit que finalement, la question du télétravail, ça permet aux salariés des entreprises qui le pratiquent, donc, de se sentir, donc, d'avoir un peu gagné sur la balance, disons, sur le sens qu'ils donnaient à leur travail et sur le sens de l'investissement qu'ils avaient dans leur travail. Et au moment où on s'interroge sur le sens de notre travail et sur les finalités finalement de notre action quotidienne en tant que salarié, cette question d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso, ça a vraiment permis de rééquilibrer du point de vue des salariés, en tout cas c'est ce que les dernières enquêtes montrent, cet équilibre-là, enfin cet échange-là. Mais vous disiez aussi, ce télétravail, il a favorisé un petit peu loin des yeux, loin du cœur. Donc il faut quand même s'inquiéter un petit peu de revenir de temps en temps, que ça peut impacter, puisque ça impacte la relation d'homme à homme, ça peut impacter aussi la progression dans l'entreprise. Absolument. Enfin, moi, maintenant, depuis quelques mois désormais, j'occupe une place de de responsable de ressources humaines et je mets j'alerte les collaborateurs qui voudraient tendre vers du tout télétravail ou de favoriser le distanciel en faveur favoriser le distanciel au détriment du présentiel, de se dire mais finalement on ne vient pas au travail que pour exécuter un certain nombre de tâches. On vient au travail pour sentir, éprouver le fait de faire partie d'une équipe, pour incarner quelque chose aussi au sein d'une équipe, pour faire profiter par notre simple présence de notre esprit créatif, notre capacité à innover, à être force de proposition et d'initiative. On n'est pas simplement là pour mettre en pratique notre force de production. Donc, je vois évidemment le gain personnel que cela représente, mais c'est pour moi aussi également une forme d'alerte. Je n'ai pas envie de parler de danger, mais d'alerte à des collaborateurs qui, en désertant les espaces de travail, finalement, se privent d'un sens du collectif, d'un sentiment d'appartenance et, à terme, d'évolution dans l'entreprise et d'esprit, encore une fois, de créatif et de réunion d'équipe. Merci. Monsieur Touvenel, est-ce que vous voulez compléter cette vision de l'évolution du numérique dans l'entreprise et l'impact sur la relation ? Le numérique, c'est un outil. Et donc, comme tout outil, il est utile, il est inutile, il peut être efficace ou il peut être dangereux. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Sans oublier qu'une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine. Et la communauté humaine, elle a besoin de relations directes. Alors, évidemment, le télétravail peut faciliter les choses, facilite les choses. Je suis également directeur de la rédaction d'un magazine, Capital Social. C'est très pratique de discuter avec un dessinateur qui est en province, qui m'envoie ses dessins, etc. Mais le télétravail n'est pas ouvert à tous, déjà. Il y a d'abord des métiers qui ne peuvent pas le pratiquer. C'est difficile pour mon maçon. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Parce que pour télétravailler, il faut avoir la place chez soi. Il faut avoir 1 ou 2 ordinateurs, parce que si on a des enfants qui doivent eux-mêmes travailler sur ordinateur, comment on fait ? J'ai vu des cas pendant le confinement de gens, ils avaient un ordinateur qu'ils pouvaient mettre sur la table de la cuisine, pas 2. Et de toute façon, ils n'avaient pas la place pour 2. Pendant le confinement, j'ai vu aussi quelqu'un qui était enfermé chez elle, un tout petit appartement, qui travaillait, qui était en télétravail. Et elle m'a dit, mais je devenais folle. Enfermé chez moi, déjà que je suis seul dans la vie. Le lien humain, le lien avec l'entreprise, le lien avec mes collègues, c'est une respiration. C'est une joie, ça fait partie de ma vie et des points positifs de ma vie. Être enfermé chez moi, à travailler, avoir le droit de sortir qu'une demi-heure dans la journée pour faire quelques courses, on atteint les bornes de la folie. Et donc cet outil, comment il est utilisé, comment on le met en place. Alors après, il y a des choses aussi très simples. Qui sont être salarié en télétravail, ça demande aussi que les choses soient bien vues avec l'entreprise.
Parce que si je tombe dans l'escalier, c'est un accident du travail, un accident de trajet ou un accident domestique. Et donc, il y a quelques précautions à prendre. Si ma maison prend feu suite au branchement de l'ordinateur, qui est responsable de quoi? Ça, vous avez en France des organisations syndicales, de salariés patronales, qui depuis des années ont travaillé sur le sujet. On a mis des conventions en place. Encore faut-il les utiliser, encore faut-il que ça se sache. On arrive à gérer ces problèmes-là. Mais ce sont des vrais problèmes. Cela dit, la numérisation, l'explosion un peu de tout ce qui est numérique, à mon sens, représente un danger parce qu'on oublie la patte humaine. Regardez de plus en plus, vous prenez l'exemple des billets SNCF, c'est très bien, si tout fonctionne, parfait, tout le monde est content. S'il y a un petit dysfonctionnement et que vous voulez en parler parce que c'est un cas un peu atypique, parce que vous n'avez plus d'interlocuteur, personne. Et là, on tombe dans un grand vide. On tombe dans une perte de temps considérable. On tombe dans une sorte d'angoisse face à la machine, à la machinerie toute puissance qui nous dit « vous faites ceci, vous faites cela ». Oui, mais si je suis un peu en dehors des clous, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que l'humain doit rester. Vous l'avez dit, dans l'entreprise, le télétravail peut être utile pour un certain nombre de tâches. Encore faut-il veiller à sauvegarder au moins, à mon sens, 2 jours par semaine pour permettre le lien humain. C'est l'intérêt de tous, parce que c'est aussi l'intérêt pour les salariés, on comprend ce lien, on est avec des collègues, on n'est pas seul, on discute, on partage. Mais pour l'entreprise, c'est beaucoup plus efficace. Y compris la discussion à la machine à café le matin, c'est souvent là que se règlent des problèmes qui ne pourront pas se régler derrière un écran. Vous disiez aussi que le face-à-face, il permet à chacun de prendre ses responsabilités, que ce n'est pas la même chose de dire à quelqu'un en face-à-face qu'il va par exemple voir se terminer son contrat de travail que de lui annoncer par mail ou même à distance. Vous voyez très bien dans un certain nombre d'entreprises, on voit alors les mails qui arrivent en masse. Les gens ne se parlent plus. J'ai des exemples, des cas où les personnes sont dans le même couloir. Elles ne se parlent plus, elles s'envoient des mails, elles laissent des traces, parce que surtout, il faut laisser des traces. Ça veut dire que dans ce type d'entreprise, il y a un problème avec la confiance. Mais on tue la confiance, et c'est la facilité, parce que c'est plus difficile. Si j'ai des responsabilités, et un responsable, souvent, son rôle, c'est la capacité de dire non. Parce que c'est très facile de dire oui, toujours, c'est beaucoup plus facile, mais on n'arrive à rien, ou à des catastrophes. Mais dire non en face, les yeux dans les yeux, c'est beaucoup plus difficile que d'envoyer un mail en disant « c'est non ». Dire non en face, ça oblige aussi à écouter l'autre. Ça veut dire que l'autre existe. Alors que dans l'échange informatique, l'autre existe beaucoup moins. Merci. Alors, est-ce que l'univers médical est concerné de la même façon? Est-ce que vous voyez une menace là aussi sur la relation? Comment vous voyez l'avenir de la relation d'homme à homme? Alors, pour le soin, on pourrait y être pendant très longtemps. Mais il y a le premier point, c'est l'accessibilité aux soins. Voilà, c'est la première question. Bon, évidemment, au SAMU social, on est assez concernés par la question. Mais quand vous arrivez dans un service d'urgence, eh bien, il faut que vous donniez toute votre pédigré et exact à la lettre près, à la date de naissance près, à l'adresse près. Si jamais il y a une erreur X ou Y, si le pompier qui vous accompagne a pris votre nom de façon phonétique et fausse, eh bien, toutes les informations qui ont été collectées lors de vos passages précédents ont disparu. Donc, vous devenez un patient totalement inconnu. C'est comme ça qu'on a des patients et que l'on suit au SAMU social qui, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ont une dizaine de dossiers différents qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres et qu'on ne peut pas recroiser. Donc là, il y a une perte en ligne extrêmement importante. Voilà, le problème d'accessibilité aux soins est extrêmement et première. En plus de ça, si vous prenez un autre accès aux soins, vous en parliez tout à l'heure, Doctissimo, Doctolib, oui. Un Doctolib, je suis extrêmement critique vis-à-vis de ce système-là.
Doctolib génère chaque année plus d'1 million de consultations qui sont non honorées. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous prenez un rendez-vous avec un médecin X ou Y sur Doctolib. Vous vous retrouvez avec un rendez-vous à 6 mois si vous avez de la chance. Vous téléphonez à ce même médecin parce que vous le connaissez. Vous avez votre rendez-vous dans les 15 jours suivants. Parce que les médecins ont réservé une place pour les patients qu'ils connaissent ou dont il semble qu'il y ait une urgence pour les prendre en charge. Donc voilà une première limite, deux premières limites importantes dues à la numérisation. Il y en a d'autres. Mais vous me disiez aussi qu'il y a des aspects positifs. Vous avez vu l'arrivée de l'intelligence artificielle aux urgences. Ah oui, tout à fait. Alors là, il y a un point extrêmement positif. Il y a une expérience qu'on a menée aux urgences de la Lariboisière avec un de mes amis qui est médecin et informaticien et qui a développé un logiciel d'intelligence artificielle sur le tri des patients aux urgences. Alors, il ne s'agit pas de faire un tri oui-non, mais de prioriser les patients en fonction de la pathologie qu'ils présentent. Et donc, Madame X arrive avec son âge, avec un motif de recours. Elle a un certain nombre de symptômes qu'elle explicite, elle raconte son histoire. L'infirmier ou le médecin qui est là note tous ces points de son anamnèse. Et puis, cette patiente a une tension, un pouls, une température, enfin bref, toutes ces constantes biologiques. Quand on met tout ça en boule, eh bien, le logiciel va sortir 3-4 hypothèses diagnostiques. Et quand on a vérifié ces hypothèses et ce que dit la vraie vie à la sortie de l'hôpital, du service, il y a une concurrence d'à peu près de 85%. Donc, dans 85% des cas, le logiciel a identifié le motif réel pour lequel la personne est venue. Et l'intérêt, il est assez important, c'est que l'intelligence artificielle va gommer cette espèce de filtre que nous avons tous dans la relation à l'autre. Donc, Madame X, je la vois arriver, elle a l'air d'être ça, et je vais uniquement chercher les signes qui vont me faire penser que Madame X, elle est comme ça. D'accord ? Et toute l'histoire de Madame X, je m'en fous. Ce que je veux, c'est vérifier qu'elle est bien comme ça. Et donc, c'est des sources d'erreurs extrêmement importantes qui ne sont pas sans conséquences relativement graves. Donc voilà, ça gomme cette espèce de biais de perception. Ça garde en mémoire un certain nombre d'éléments qui ont été donnés par le patient ou trouvés au moment de son examen. Et quand on reprend les dossiers a posteriori, on se rend compte qu'en fait, eh bien, il y avait des signaux faibles qui étaient là au moment de l'interrogatoire et qui n'ont pas été vus. Donc le numérique, on peut en tirer du positif. Donc c'est une très bonne transition pour vous, Jean-Marc Potvin. Donc comme Thierry l'a dit, vous avez créé Entourage, donc une application qui permet d'organiser la rencontre entre des personnes, notamment des voisins et des personnes de la rue. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est votre parcours aussi professionnel qui vous a emmené à ça. Vous êtes ingénieur, vous avez exercé différentes fonctions dans le numérique et vous avez notamment été vice-président de Yahoo. Donc comment, même question, en fait, vous voyez, alors plutôt pour le social, pour la grande précarité, comment vous voyez aujourd'hui le lien, la relation, comment les outils peuvent permettre ce lien selon vous ? Quand on parle de ces outils et de la relation à l'autre, on pense beaucoup aux réseaux sociaux notamment, qui est un des sujets que je connais un petit peu. Et il y a une vision qui est un peu dystopique aujourd'hui de ces réseaux sociaux, parce que par construction, il y a un certain nombre d'algorithmes qui tournent derrière ces réseaux et qui vont régir la façon dont vous allez vous connecter aux personnes. C'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va vous proposer des personnes qui vous ressemblent, en fait, parce qu'elles vont avoir des critères communs avec les vôtres. Ils ont étudié dans les mêmes endroits, dans la même industrie, dans les mêmes écoles. On a côtoyé les mêmes entreprises. Donc je vais me retrouver à être connecté avec des gens qui ont des profils similaires aux miens, qui me ressemblent d'une certaine manière. Et puis il y a d'autres algorithmes qui sont des algorithmes qu'on appelle de filtrage collaboratif, qui vont dire, après tout, les gens avec qui vous interagissez dans votre bulle, là,
ont tous des centres d'intérêt qui semblent assez communs en réalité. Et l'algorithme va renforcer ça en vous présentant des éléments de contenu que vous allez aimer et qui vont vous correspondre parce qu'ils vont correspondre aux autres personnes qui sont autour de vous. Et du coup, vous voyez bien que le truc converge vers un système dans lequel, au sein de ma bulle, je vais voir que des gens qui pensent comme moi, qui me ressemblent, qui voient le même contenu, qui voient le même monde autour, parce qu'on va lui proposer des livres, des films, des articles de journaux. Il y a maintenant des robots journalistes qui écrivent des articles spécifiquement pour vous. Donc, et au sein de cette bulle, on va donc être très confort en étant dans un monde qu'on comprend tous de la même manière, pour lequel on pense tous de la même façon. Sauf que la bulle d'à côté, qui n'a pas du tout ces caractéristiques-là, sont des gens que je ne comprends pas. D'abord, ils ont une vision du monde qui est en tout opposée à la mienne parce qu'ils ne voient pas le même monde que moi en réalité. Et voilà, je vous fais court la conséquence, mais c'est en gros l'explication de ce qui se passe aujourd'hui sur une violence assez forte qui se produit sur les réseaux sociaux et toute la problématique du coup de gestion de la haine en ligne, etc. Parce que on a des gens qui ne se comprennent plus, qui ne se parlent plus, et quand ils se parlent, c'est juste pour s'insulter, quoi. Donc cette vision dystopique, on la couple avec ce que dit Joseph sur la virtualisation de la relation, c'est-à-dire qu'effectivement, si j'ai pas la personne en face de moi, si elle dit quelque chose qui me déplaît, je peux éteindre, je peux la bloquer, je peux fermer sa fenêtre. Dans la vraie vie, je peux pas la faire disparaître en cliquant, quoi. Donc il faut bien que je gère cette personne en face de moi. Et du coup, pour répondre à votre question, l'idée, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces mêmes technologies numériques, mais d'inverser ces propositions-là? C'est-à-dire, est-ce que si par conception, dans l'intention même du réseau social, je cherche à faire se rencontrer des gens dans la vraie vie, même si l'initialisation de la relation se fait dans l'appli, si je fais en sorte que par conception, les gens qui n'ont pas forcément des histoires similaires se rencontrent, y compris des personnes très différentes. En fait, c'est aberrant aujourd'hui. Je me retrouve plus près de Steve à San Francisco, qui a fait la même école que moi, que de Raoul, qui est devant chez moi et que je croise tous les matins et à qui j'ose pas parler. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de dire, est-ce que la tech, en tant que telle, elle est ni bonne ni mauvaise, mais est-ce qu'on peut l'orienter pour aller vers des caractéristiques qui sont des rencontres dans la vraie vie, des rencontres avec des gens qui vont me faire penser différemment, qui vont me bousculer, qui vont me faire voir la vie autrement. Et c'est vraiment ce qui a présidé à la façon dont on a construit le réseau Entourage, pour faire se rencontrer des voisins avec et sans abri, et quelque part d'aider à cette relation, d'entourer cette relation, d'apporter aussi une réassurance pour les deux parties, notamment par de la modération, etc. Mais c'est vraiment d'utiliser la tech. C'est ce qu'on a essayé d'appeler la technologie positive, dans le sens où on essaye de, par conception, chercher des choses qui n'auront pas les biais qu'on peut connaître par ailleurs. Pour vous, l'appli, elle réussit si la rencontre en rue se fait. Voilà, c'est ce qu'on vise, hein, et on a fini par même appeler ça des rencontres transformantes, parce qu'en fait, elles transforment les parties en présence. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi qu'elles transforment le voisin, qui pense que pour lui, tout va bien, hein, mais... Et donc, les deux parties sortent grandies. Donc, on va toujours viser la rencontre dans la vraie vie. Et derrière, le numérique s'efface, évidemment, lorsque la rencontre se fait, lorsque les personnes font connaissance et qu'on réalise la vie que l'autre a et qu'il a bien voulu échanger avec moi. Donc, Et dans la foulée, vous avez créé Linkout. Est-ce que vous pouvez en dire un mot aussi pour prolonger aussi cette notion du réseau, mais du vrai réseau finalement, du réseau relationnel? Voilà, alors en plus je suis particulièrement fier parce qu'il y a un bateau qui porte nos couleurs et qui a gagné ce matin la route du Rhum. Donc voilà, bravo aux navigateurs. Et moi j'y suis pour rien, hein, mais en tout cas il s'est bien battu. Et donc Linkout, donc c'est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes en grande exclusion avec qui on interagissait ont des capacités de travailler, ont parfois l'expérience du travail, ont des compétences, mais ont une caractéristique qui est d'être seul et d'être sans réseau. Et en fait, aujourd'hui, pour trouver du travail, il faut une composante de réseau. Et du coup, Linkout propose à chacun d'agir, c'est-à-dire à chacun d'entre vous ici présents dans cette salle, parce que vous tous, vous avez un réseau comme moi, voire plusieurs, et vous pouvez offrir ce réseau à ces personnes qui n'en ont pas. Et donc, on a mis en place un mécanisme qui permet ça simplement, en fait, de donner de la visibilité à ces personnes qui n'ont pas de réseau. Et pour rebondir sur cette histoire de réseau, il faut savoir qu'en France,
il y a aujourd'hui 10% des gens qui ont 0 réseau de sociabilité. C'est-à-dire que ici dans la salle, vous avez probablement entre 5 et 10 réseaux de sociabilité. La famille, le voisinage, l'entreprise, le club de sport, les anciens d'école, les copains de vacances, et puis peut-être encore 1 ou 2. 10% des gens dans notre pays ont 0 réseau de sociabilité. Les 10% supérieurs en ont 1, donc c'est très fragile. Et donc on parle quand même de 6 à 7 millions de personnes, et cette absence de réseau de sociabilité font que ces 6 ou 7 millions de personnes ont moins de 3 conversations par an. On retrouve ces chiffres dans les études sur l'isolement de la Fondation de France, donc c'est juste complètement affolant et dramatique. Et quelque part, ce qu'on fait avec un projet comme Linked Out, c'est que l'entreprise, c'est un réseau de sociabilité avant tout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'avant même que la personne se retrouve avec une fiche de paye à la fin du mois, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'elle se retrouve au sein d'une collectivité où, si elle n'est pas là le matin, elle manque et on l'engueule. Elle a un rôle, elle participe, elle se sent utile, elle a des collègues, etc. Et en fait, Linked Out, on remet en emploi, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on remet la personne au sein d'un réseau humain qui est durable, qui est le réseau de l'entreprise. Et on est en train de réfléchir de faire l'équivalent de Linked Out dans le domaine du sport. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes en grande exclusion qui n'osent pas ou n'ont pas accès à des clubs de sport. Or, c'est une passion. Si, grâce aux citoyens, je peux les emmener dans un club de sport et puis avec une mécanique qu'on est en train d'imaginer, on pourrait, de la même manière, repluguer ces personnes en grande exclusion dans un réseau de sociabilité qui est le club de sport. Merci beaucoup. Au-delà de ces réseaux sociaux, du travail à distance, de la numérisation, on l'a vu tout à l'heure aussi avec notre sondage, la société accompagne la transformation de beaucoup de choses et notamment la dématérialisation de beaucoup de choses. Il n'y a plus beaucoup de tickets restaurants, on n'a plus de tickets de métro. Et bon, alors là, on va en parler. L'entreprise a beaucoup favorisé ça. Mais du coup, c'est l'argent sans contact. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour la relation ? On peut peut-être redémarrer avec vous, Hélène, sur toutes les transformations dans l'entreprise et comment ça challenge individuellement chacun. Juste réagir. Et Oui, après, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça marche. Ça fonctionne, ok. Il y a quelques années, Michel Serres écrivait un livre qui s'appelait Petite Poussette. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Et qui, un peu par anticipation, finalement, posait, je trouve, une des questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Finalement, il disait qu'est-ce que avoir accès à un savoir infini sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire de l'école et de l'université aujourd'hui ? Qu'est-ce que le fait de pouvoir acheter tout ce qu'on veut sur Internet, qu'est-ce que ça pose comme question ? Quel type de transaction commerciale nous voulons aujourd'hui dans nos boutiques, dans nos lieux de vente ? Qu'est-ce que le numérique, le télétravail, la visio, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça veut dire sur notre façon de travailler dans nos espaces de travail partagés ? Quel type d'espace partagé nous voulons ? Finalement, quelles propositions on est capable de faire pour contrebalancer cette efficacité incroyable et cette offre illimitée. Je trouve que c'est ça finalement que ça interroge. Qu'est-ce que le fait d'interagir en présentiel, ou, encore une fois dans le commerce, dans l'université, dans l'entreprise, ailleurs, en famille d'ailleurs, puisque c'est aussi ce qu'a permis le numérique, c'était aussi de garder et de continuer à garder le lien familial malgré les distances. Qu'est-ce qui se joue désormais quand on se rencontre, quand on se confronte, quand on discute, quand on débat. Et je trouve que c'est ça finalement parmi les choses que le numérique nous interroge. Qu'est-ce qui se passe entre nous quand on se voit pour contrebalancer l'efficacité de notre relation quand nous sommes en distanciel. Mais pour répondre à votre question aussi, Muriel, sur cette question de la dématérialisation, là encore, en entreprise, on dématérialise les conversations en mail, les questions opportunes
en texto, WhatsApp et autres. Voilà, c'est ça aussi, le monde de l'entreprise. On dématérialise aussi beaucoup de relationnels de l'entreprise, les fiches de paye, les tickets restaurants, toutes les interrogations et toutes les sollicitations du collaborateur que l'on cherche à autonomiser dans toutes les démarches qu'il pourrait avoir vis-à-vis de l'entreprise. Tout ça est désormais dématérialisé et il est attendu du collaborateur de savoir manier les outils numériques, d'être à l'aise avec cette dématérialisation-là, éventuellement même aussi d'ailleurs d'être muni d'un smartphone ou d'un ordinateur personnel, bref, d'un mail. Donc il est attendu tout ça. Et finalement, moi, encore une fois, l'efficacité est là. Et la simplicité d'utilisation, la plupart du temps, au même titre que nos billets SNCF, est là, c'est indéniable. En revanche, que fait-on? Et moi, c'est une question à laquelle moi, je suis confrontée au quotidien en entreprise. Une partie des salariés dont je m'occupe n'ont pas de mail, n'ont pas accès à un ordinateur, ne sont pas à l'aise avec les outils numériques pour tout un tas de raisons, et d'éducation, d'âge, de langue étrangère, etc. Donc, c'est une population qui n'a pas comme ça d'aisance à manier tous ces outils-là. Et forcément, ça vient perturber notre organisation trop parfaite à tout d'un coup vouloir diffuser une information à l'ensemble des collaborateurs. Mais il y en a toujours un pourcentage qui, parce qu'ils n'ont pas de mail ou parce qu'ils n'ouvrent jamais leur mail, parce qu'ils n'ont juste pas de raison de le faire, n'ont pas accès à cette information-là. Donc forcément, ça nous perturbe. Voilà. Donc il y a ce mouvement-là. Et en tout cas à mon échelle, à mon niveau, je porte toujours une attention particulière à m'interroger, puisque une partie de ma charge est aussi de travailler à cette expérience positive du collaborateur d'entreprise. Finalement, à qui sert in fine ces outils? Dématérialiser les tickets restaurants, dématérialiser les fiches de paye, dématérialiser nos interactions, etc. À qui sert cette dématérialisation? Est-ce autant aux collaborateurs qu'à l'entreprise? Dans ce cas, OK. Mais si c'est pour faciliter des modes de gestion, du reporting, comme on appelle, c'est-à-dire en fait des modes de comptabilisation ou de synthèse de nos actions, là, je trouve que ça doit interroger les entreprises de ne pas aller trop vite et ne pas aller trop loin. Monsieur Touvenel, je crois que vous vouliez réagir aussi sur ce sujet et vous pensez qu'on n'est d'ailleurs pas tous égaux par rapport à cette disparition de certains outils. On n'est pas tous égaux parce que tous ces systèmes, ça veut dire qu'on sait les utiliser. Eh bien, tout le monde ne sait pas les utiliser. On n'est pas tous égaux parce que tous ces systèmes, tout le monde n'y a pas accès. Et puis, le ticket restaurant, par exemple. Je suis sûr que les gens dans la salle, quand ils ont un ticket restaurant, c'est l'occasion de temps en temps dans la rue de le donner à quelqu'un. Une fois que c'est dématérialisé, impossible. Impossible. Et donc, c'est aussi la matière, c'est aussi l'humain. Et puis derrière, effectivement, vous avez raison, on gagne en productivité, on gagne en efficacité, on gagne... Avec une société qui se fragilise, mais alors d'une façon considérable, parce que tous ces systèmes sans l'électricité, terminé. Il n'y a plus rien. Et on fait quoi? Et on pleure. Parce qu'on n'a pas de plan B. Et donc la multiplication, le fait que ça envahisse tout l'espace, fait qu'à un moment donné, on risque d'avoir un gros problème avec cet espace. C'est par exemple les usines Renault qui ont été arrêtées pendant plusieurs jours, si ce n'est même plus, suite à des attaques informatiques. Donc la fragilité est là. Et je vous parlais, fragilité d'électricité. Et donc ces outils, encore une fois, ne sont pas à rejeter, mais sont à manier avec prudence. Et puis derrière, cette dématérialisation, eh bien, c'est aussi une déperdition du lien, du rapport direct. Quand je passe dans une boutique et que je passe ma carte en quelques secondes, quand je passe à la caisse des supermarchés et que la caissière fait alors que je préfère personnellement aller dans mon marché traditionnel
où je vais prendre un peu plus de temps, discuter avec les commerçants, qui du coup donneront d'ailleurs à mes fils un petit morceau de fromage ou un petit morceau de charcuterie, ce qui ne va pas se faire dans les grandes surfaces où on n'a pas le temps de faire autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, regardons si cette efficacité ne doit pas être mise un peu de côté pour quelque chose qui est encore plus efficace, qui s'appelle le lien humain. Et dans l'entreprise, il y a une expression que j'aime bien de François Asselin, c'est le patron de la CPME, qui dit « L'avantage de la PME, c'est que le patron, il est à portée d'engueulade ». N'oublions pas de rester les uns les autres à portée d'engueulade, c'est plus humain que d'être caché derrière du dématérialisé. La disparition des tickets restaurants, Jean-Marc, je pense que vous êtes au cœur du sujet avec les personnes de la rue. Vous avez vu cette transformation, vous la voyez, et je crois qu'à Entourage, vous êtes demandé si ce n'était pas votre rôle aussi de prendre les choses en main. Et si on ne se l'est pas demandé, tout le monde nous l'a demandé. Donc on a au moins, il ne se passe pas un mois, je crois, sans qu'il n'y ait pas une entreprise type PayPal ou je ne sais pas qui, pour ne pas les nommer, mais qui vient nous dire il faudrait un système qui permettrait de donner pour répondre à quelqu'un qui ferait de la mendicité, et donc de donner de l'argent ou de donner un ticket restaurant dématérialisé ou de donner... voilà. Et je pense que c'est un vrai problème. Et en même temps, systématiquement, on a débattu de cette question. Il faut savoir que chez Entourage, on prend toutes nos décisions avec des personnes de la rue. On a ce qu'on appelle un comité de la rue dans notre gouvernance, et c'est eux qui décident ce qu'on fait. Et systématiquement, ils ont dit non à tous ces projets-là, alors que moi, bon technicien que je suis, j'ai tendance à dire, évidemment, il faut faire un truc pour que je puisse donner. Moi, personnellement, je vais retirer de l'argent papier uniquement dans le cas où je dois aider quelqu'un, parce que sinon, j'ai jamais de monnaie sur moi, et je paye mes baguettes avec ma carte bleue, quoi. Donc évidemment, moi j'aurais tendance à dire oui, il faut ce type de projet, et eux m'ont systématiquement dit non. Non pas que ce soit pas utile, mais ils disent non parce que nous, notre message, c'est le lien social. Et cette relation de mendicité, cette relation, elle est facilement humiliante, elle perturbe la relation à l'autre, parce que si je vois l'autre, ils m'ont dit si on commence à faire ça, on va voir le voisin comme un distributeur de billets sur pattes, quoi. Et donc on va venir impacter négativement la relation qu'on essaie de construire entre ces personnes en grande exclusion et leur tissu autour. Donc je pense que ça va voir le jour. Il y a des projets qui sont en train d'être préparés dans cette veine-là, qui ne seront pas portés par nous parce que ce n'est pas nous. Et je pense que malheureusement, on va devoir y aller, quoi. Si on va au bout de cette numérisation de la société, comme le disait Thierry tout à l'heure, on voit apparaître un monde virtuel, un monde parallèle qu'on appelle le métavers. Ce monde, alors bon, je pense que tout le monde a déjà entendu parler du métavers. Vous mettez un casque, vous rentrez, c'est un peu comme un jeu vidéo, et puis vous allez rencontrer des personnes qui, comme vous, se promènent dans un monde virtuel. Chacun reste chez lui et finalement, on se rencontre dans un monde parallèle. Ça fait un peu peur et à la fois, ça se développe énormément. Là-dessus, vous avez pris une position, vous, Entourage, un peu provocante, en tout cas atypique, puisque vous avez décidé de créer le premier personnage sans abri du métavers qui s'appelle Will. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et puis on va justement creuser ensuite ensemble là, c'est vraiment la disparition du lien d'homme à homme, puisqu'on est complètement dans un monde virtuel. Non, mais on s'est rendu compte que vous avez tous vu ces effets d'annonce du gars qui s'est acheté un yacht virtuel à 600 000 €, de telle grande entreprise qui s'est acheté des terrains virtuels sur un métavers pour plusieurs centaines de milliers d'euros pour expérimenter, ou de grandes marques qui développent leurs effigies dans le métavers, etc. Et on s'est dit, à la fois quel sens ça a, tout ça, alors qu'il y a tellement de besoins dans la vraie vie. Et en même temps, il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, qui passent déjà des heures sur ces systèmes-là. Alors c'est beaucoup encore dans l'univers du gaming, enfin des jeux, mais et ça va augmenter. Donc il va y avoir. Et parmi ces gens qui passent du temps avec leur casque dans un monde virtuel où ils sont représentés comme une licorne ou comme un alligator, pendant ce temps-là, ils sont tout seuls dans leur chambre, en vrai, dans la vraie vie. Et donc il y a aussi une population. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ?
J'entendais tout à l'heure Thierry parler de prostitution sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est un véritable fléau déjà existant chez les mineurs, dans des réseaux très grand public qui sont hyper accessibles. Donc évidemment, dans ce métavers, il va se passer exactement la même chose. D'ailleurs, la première expérimentation que Facebook avait fait, que Meta avait fait de son métavers, une des utilisatrices avait été agressée sexuellement dans le métavers, donc son avatar avait été agressé sexuellement. Et ils ont réagi d'ailleurs, ils ont modifié leurs algorithmes. Donc du coup, l'idée de créer le premier sans-abri du métavers, c'est un pied de nez, évidemment. C'est-à-dire que ça nous permet de prendre la parole et d'interpeller sur les questions de la relation dans la vraie vie et de dire très bien d'aller dépenser des centaines de milliers d'euros pour un yacht virtuel dans le métavers, mais pourquoi ne pas s'occuper des gens qui sont autour de chez vous dans la vraie vie et créer du lien avec eux. Donc c'est un pied de nez. Mais en même temps, ça donne la possibilité aussi peut-être d'aller parler à ces personnes qui en réalité sont isolées et sont perdues dans ces systèmes. Et ça a bien fonctionné parce qu'on a eu un magnifique haut-parleur médiatique. Il y a une journaliste d'un quotidien national qui a souhaité rentrer dans le métavers pour aller interviewer Will, qui est donc première personne sans abri du métavers. Et donc ça fonctionne, c'est-à-dire que ça nous a donné accès à la parole et on va faire d'autres choses avec Will dans le métavers. Et je vous rassure, ça nous a coûté, je pense, au maximum 18 € parce que essentiellement ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a acheté des vêtements qui étaient tout faits, quoi, et on n'a pas acheté de terrain pour lui parce que comme il est sans abri, il n'a pas de maison, quoi. Voilà. Et ça avait été validé par le comité de la rue. Alors ça c'est intéressant parce que effectivement comme on discute tout, donc la discussion de créer le premier sans-abri du métavers, on la pose à notre comité de la rue et la discussion était passionnante. Certains ont commencé par dire mais ce monde-là nous fait peur. D'autres ont compris tout de suite l'intérêt, etc. Et puis il y a eu de très belles réactions parce que on a construit le personnage avec eux. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il est de couleur? Quel âge il a? Quel type de vêtements? Est-ce qu'il se tient bien? Est-ce qu'on voit qu'il est un petit peu... Et évidemment, les designers graphistes étaient venus avec un avatar de quelqu'un complètement clochardisé. Donc le comité de la rue a dit mais non, mais ça va pas, on nous représente toujours comme ça. Enfin bon, voilà. Donc, et ils se sont pris au jeu de la création de ce personnage qui, quelque part, porte leur parole. Et jusqu'au point où il y en a un qui a dit oui, mais si Will se fait agresser, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc très vite, il a aussi transposé son expérience de vraie vie. Donc voilà, donc ça crée des choses intéressantes. Docteur Galichon, quand vous entendez tout ça, je sais que ça vous fait réagir parce que déjà les téléconsultations, les consultations à distance, vous n'êtes pas très fan. Mais cette projection demain dans un monde complètement virtuel, comment vous le voyez-vous en tant que médecin? Ma toute première réaction, c'est de dire le métavers, c'est ça? C'est amputé de la moitié de nos sens parce que ça ne marche qu'avec le son et la vue. Et l'odorat, le toucher sont totalement absents, n'est-ce pas? Et puis les silences ne sont pas là. Et donc dans une téléconsultation, voilà, il n'y a que la parole et la vue. Le reste n'est pas là. En plus de ça, le champ visuel est très limité. Donc ce sont que des succédanés, ce sont que des avatars, c'est que des solutions de remplacement quand on ne peut pas faire autrement. Je ne pense pas que ça soit une meilleure solution pour les déserts médicaux que les étudiants en médecine en 4e année d'internat. Voilà. Non, moi je suis très inquiet de que le soin se dirige là-dessus. Il y a un mot qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le mot de rationalité. Et j'ai vraiment le sentiment que la numérisation du dossier médical sert à la rationalité de la gestion du soin. Et donc finalement, nos dossiers médicaux, nos personnes, sont ramenés à cette seule dimension-là, rationnelle, efficiente, voilà, qui est valorisable sur le plan financier, et toute la dimension humaine est gommée. Donc je trouve ça assez inquiétant. L'autre jour, je suis à une consultation chez une vieille amie qui me connaît depuis longtemps, et au début, on tatassait sur nos histoires de médecins et on partageait qu'est-ce qui se passe à l'hôpital et tout ça. L'autre jour, je suis allé la voir, et là, j'étais absolument effaré. Je suis sorti de là, elle m'a posé aucune question.
elle a passé son temps sur son ordinateur à valider, voilà, elle validait toutes ces procédures, et puis ça s'est arrêté là. Voilà. Et je trouvais ça extrêmement dommageable et extrêmement... la relation humaine, tout l'indicible a disparu. Je ne sais pas si le métavers fait passer l'indicible. Voilà. Donc et l'indicible dit tout, n'est-ce pas ? J'ai eu la chance pendant des années de travailler à SOS Médecins. La façon dont on vous répond à l'interphone, la gueule du paillasson, de la porte, le délai de réponse à la sonnette, vous savez déjà où vous êtes, d'accord ? Et ça, c'est pas dans le métavers, c'est pas dans les fiches, dans la numérisation des dossiers médicaux, mais tout est dit. Monsieur Touvenel, vous aussi, sur ce métavers, vous aviez des choses à dire. Vous trouviez ça un peu dangereux, peut-être, cette... Imaginons que nous soyons dans les années 60 et vous me posez la question, et la télévision, c'est bien. Ça dépend ce qu'on en fait. Je vois qu'il y a des tas de gens qui s'abrutissent tous les jours devant des choses vraiment abrutissantes. C'est pas pour ça que je vais dire il faut interdire les postes de télévision. Là, on est à un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on met les personnes, ou elles se mettent d'ailleurs, dans les situations qui sont « je suis en dehors du réel ». Le problème, c'est quand ce « en dehors du réel » devient leur vie de tous les jours, se transforme pour ces personnes en réel. Ça veut dire qu'il faut vraiment former. Moi, je suis un peu catastrophé quand je vois par exemple des enfants en poussette avec des écrans, en train de jouer déjà sur les écrans. Ça veut dire que leur développement cérébral, d'ailleurs, ne va pas se faire dans les meilleures conditions. Mais ça veut dire aussi, et Jean-Marc l'a dit, une grande solitude qui est en train de se créer. Une très grande solitude sur un monde qui n'est pas la réalité, qui est donc un monde fantasmé. On ne vit pas de fantasmes. On peut mourir de fantasmes, mais on ne vit pas de fantasmes. Et donc là, il faut faire très attention. Alors, on en avait un peu discuté, vous m'aviez donné un exemple, et effectivement, qui est convaincant, qui est de dire, oui, mais par exemple, la construction de Notre-Dame, vue en métavers, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai un de mes fils qui l'a vu, qui m'a dit, papa, va le voir, c'est super, on peut même avoir le vertige. Donc, il y a effectivement, il peut y avoir des bons côtés, mais qui doivent rester exceptionnels. Et est-ce que ça restera exceptionnel ? J'ai bien peur que non, parce que derrière, il y a beaucoup d'argent. Et donc des puissances financières. Une puissance financière, pour moi, ce n'est pas forcément un gros mot. Hein. Ça devient un gros mot, ça dépend ce qu'on fait avec cette puissance financière. Est-ce qu'on sert le bien commun ou non ? Eh bien, il y a des puissances financières qui ne servent pas le bien commun et qui vont entraîner toute une partie de la population, peut-être même les plus fragiles, dans un certain nombre de cas, ceux qui ont le plus de mal à être dans un monde virtuel où on les contrôlera par ce monde virtuel. Parce que n'oublions pas d'ailleurs, on parlait des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle n'existe pas. La machine n'est pas intelligente. Elle calcule beaucoup plus vite que nous. Oui, ça je reconnais. L'intelligence humaine, c'est l'intelligence. Et notre intelligence, elle n'est pas qu'un mode de calcul. On a l'intelligence du cœur, on a l'intelligence des sens, on a l'intelligence de l'amour de l'autre. Ça, c'est des formes aussi d'intelligence que n'a pas la machine. N'oublions jamais que derrière les algorithmes, il y a quelqu'un qui les contrôle, qui les met en place et qui oriente. C'est une très belle transition parce qu'on va arriver sur la fin de notre table ronde et je voudrais qu'on échange justement sur cette question essentielle. Est-ce que la relation est un luxe ou est-ce que c'est une nécessité fondamentale de l'être humain ? Donc, si vous voulez poursuivre sur ce... C'est pas compliqué. Il y a eu une expérience terrifiante qui avait été faite en pays communiste, qui était la séparation d'enfants à la naissance. 2 groupes. Un groupe, on s'occupe de ces enfants, on lui donne les soins de base, c'est-à-dire qu'on les nourrit, on les lave. Terminé. Interdiction de leur parler, de leur chanter une comptine, de les prendre dans les bras, de les caresser, de faire les gestes normaux avec un être humain. L'autre groupe, ces enfants, on les nourrissait comme les autres, on les soignait comme les autres, mais en plus, on pouvait les prendre dans les bras, les bercer, chanter, enfin voilà, la normalité. Alors, j'ai plus les pourcentages en tête, mais dans le premier groupe, le nombre de décès a été considérable en quelques semaines. Nous avons tous besoin de liens humains
au-delà de juste... nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des êtres faits que de matière. On a besoin d'autre chose. Ne nous coupons pas de cette autre chose. Permettons-nous d'aller vers la transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous élève. Et ça ne se met pas en algorithme. Jean-Marc, est-ce que c'est aussi votre point de vue sur relation, nécessité? Oui, évidemment, parce que l'être humain est un être de relation. Et en fait, quand on a fondé Entourage, je pensais qu'on allait aider à soulager une souffrance des personnes en situation de rue ou des personnes exclues, qui étaient aussi privées de liens ou qui avaient peu de liens avec le reste d'entre nous. Et depuis presque 10 ans maintenant qu'on fait ça, je crois qu'on touche quelque chose qui est plus fondamental, en fait, qui est de l'ordre d'une cause. C'est-à-dire que je me demande si on ne peut pas regarder l'exclusion comme étant la conséquence d'une brisure du lien à l'autre. C'est-à-dire que dans bien des cas, et je pense que l'expérience des captifs le dirait beaucoup mieux que ce que je peux dire, mais dans bien des cas, même si c'est multifactoriel, ces causes d'exclusion, et même s'il y a beaucoup d'histoires différentes, il y a une constante qui est une brisure de la relation à l'autre, de violence, de quelque chose qui a pu m'arriver fait par l'autre, qui était censé me protéger en plus, dans une famille d'accueil ou dans un je ne sais pas quoi. Et du coup, si l'autre qui est supposé me protéger est capable de me faire du mal, de me trahir, de m'abandonner, peut-être que je vaux ça déjà, donc peut-être que je vaux rien, donc je perds confiance en moi, je perds confiance en l'autre, je perds confiance aux autres. Et du coup, je peux tomber dans un processus d'enfermement qui est, si j'ai plus confiance dans les autres ni en moi, et la véritable exclusion, peut-être elle est là, plus que dans l'exclusion matérielle ou économique. Donc, au plus on avance avec Entourage, au plus je suis intimement convaincu qu'on touche une cause profonde de la grande exclusion, en réalité, avec la difficulté de la relation à l'autre, ce qui est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ce que font les captifs, c'est juste fondamental et fascinant. Et donc, voilà. Et si on est dans une cause, peut-être que du coup, on peut réparer ou cicatriser grâce à la relation et grâce à la rencontre. Et avec Entourage, on a fait une mesure d'impact. Donc, on a essayé d'objectiver un petit peu l'impact qu'on avait par un cabinet d'ingénierie spécialisé dans la mesure d'impact. C'est pas facile de mesurer ce genre d'impact. Et en fait, ils s'en sont arrivés à expliquer que notre impact se produisait au moment de ce qu'ils ont appelé la rencontre transformante. Et cette rencontre transformante qui s'opère lorsque un de nos utilisateurs d'Entourage fait vraiment profondément connaissance avec un autre utilisateur d'Entourage, l'un des deux étant en situation de grande exclusion et pas l'autre. Évidemment, les deux parties sortent transformées, mais y compris le voisin qui pense que tout va bien pour lui et qui nous le dit en disant « mais ça change mes relations aux autres en général dans la vie. Je suis moins dans le jugement, peut-être moins violent, plus compréhensif, plus doux, plus tolérant, etc. » Et il faut réaliser qu'on vit dans un monde qui est un monde d'individualisme intégral, où on pousse à cet individualisme-là, et que rencontrer l'autre, ça fait beaucoup de bien aux deux parties. Et je me demande si dans cette rencontre transformante, il n'y a pas une pauvreté matérielle qui rencontre une pauvreté spirituelle, en fait, chez le riche, dont je fais partie. Et que du coup, il y a un vrai potentiel de transformation du monde si on décloisonne un petit peu par la relation. Il nous manquera la vision captive sur ce sujet, mais vous allez pouvoir réagir. Hélène, la relation essentielle aussi dans l'entreprise. Oui, c'est pas la sociologue que je suis qui va dire autre chose que nous sommes d'abord des êtres sociaux et qui donnons du sens aussi à notre existence parce qu'on a le sentiment d'appartenance à une famille, à un groupe. Mais peut-être que j'essaierai un tout petit peu de modérer aussi ce que nous essayons de dire ce soir, parce que j'ai évidemment que cette fulgurance nous inquiète. Et elle nous inquiète aussi probablement parce qu'elle est à la fois autant porteuse, encore une fois, d'espoir, d'initiative, que de danger et de risque. Et que c'est probablement aussi notre aversion au risque qui s'exprime à l'idée que est-ce que les choses ne nous échapperaient pas ? Est-ce que nous serions toujours maîtres de notre propre évolution ? Et moi, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que si on interroge des plus jeunes générations, je ne crois pas qu'ils aient le sentiment d'être seuls
quand ils passent leur soirée sur WhatsApp, quand ils regardent leurs copains et les posts sur Instagram, sur TikTok. Je ne crois pas qu'ils aient le sentiment d'être seuls quand ils ont énormément de satisfaction à ce que leurs vidéos, leurs photos soient likées par leur groupe connu ou inconnu. Ça génère aussi un sentiment d'exister. Et c'est probablement aussi une autre, et c'est en ça que les expériences métavers sont intéressantes, c'est aussi une forme de prolongement de ce qui se passe dans la vie sociale physique, dans une autre vie sociale dématérialisée. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais j'aurais aussi envie un peu à ce qu'on porte un regard aussi différent face à une nouvelle génération qui ne voit pas que dans cet outil-là un risque de désocialisation et de radicalité et de vivre dans sa bulle, mais bien aussi de prolonger par une autre expérience, par d'autres codes, d'autres types d'interactions, une vie sociale physique, encore une fois, vers une vie sociale à distance. Je crois que Jean-Marc veut réagir. Oui, je veux juste réagir sur un point. C'est vrai qu'il y a des interactions sociales qui passent au travers de ces outils, mais j'ai souvenir, c'était il y a longtemps, hein, c'était en Californie, une réunion de marketing pour le lancement d'un réseau social qui était connu, où explicitement, sur les slides, les gens réfléchissaient sur comment on va faire en sorte que les gens utilisent de plus en plus ce réseau. Parce que quelque part, le business est basé sur l'utilisation. Et donc, ces marketeurs imaginaient ce qu'on appelle le moteur d'engagement. Qu'est-ce qui fait que je vais m'engager et revenir et utiliser ? Et ce qu'ils avaient trouvé, et je trouve ça assez fabuleux et je vous le livre ici, c'est ce qu'ils avaient appelé un moteur de vanité. C'est-à-dire qu'ils jouaient sur une corde qui est la vanité, qui est « Ok, j'ai dit quelque chose sur TikTok ou j'ai montré ma vidéo ou je sais pas quoi. Et évidemment, je vais aller voir si j'ai été liké. Évidemment, je vais aller voir s'il a été partagé. Parce que, et par conception, les gens qui font ces algorithmes le savent pertinemment, ils le font à dessein, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont jouer sur mon orgueil et sur ma vanité pour aller voir si effectivement je suis connu. Donc tous ces gamins qui passent leur temps, ils sont piégés en réalité. Et ils sont piégés par des gens qui savent très bien ce qu'ils font, qui l'écrivent. Je l'ai vu écrit. Et donc attention aussi, parce que il y a une partie de ça qui est une belle interaction, qui est des outils superbes pour dialoguer, rester en lien, etc. Et qui amènent plein de belles choses. Mais attention à ces moteurs d'engagement qui sont probablement des pièges et dans lesquels d'ailleurs il y a des addictions. Enfin, et les problématiques de harcèlement des jeunes à l'école, etc., viennent d'une déviation de ces moteurs d'engagement qui est leur fameux moteur de vanité et qui fonctionne. Hein. Moi, quand j'écris un tweet, je regarde si j'ai été retweeté par Joseph Touvenel. Hein. Donc, rien. C'est aussi ça, le lien social, c'est aussi de la vanité, c'est aussi de l'orgueil, c'est aussi l'envie d'être valorisé, reconnu. Quand Muriel poste la table ronde de ce soir sur LinkedIn, ô combien, sans doute par vanité et par plaisir, je reposte ce post-là, à la fois pour indiquer à mon propre réseau que j'interviens ce soir, mais aussi pour soutenir l'initiative intéressante de ce débat de ce soir. Donc c'est aussi ça, moi je trouve, le vivre ensemble, c'est autant de soutien probablement qu'une partie de vanité, je m'en excuse. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on l'a fait en vrai, cette table ronde, et que tout le monde est venu. On ne se l'est pas retrouvé chacun derrière notre ordinateur. Et par rapport aux jeunes, moi je trouve ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est que moi j'ai quand même fait l'expérience auprès de mes enfants, ils préfèrent une soirée avec les copains, en vrai, voilà. Mais bon, même s'ils aiment bien aussi jouer aux jeux avec eux à distance. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout aborder ce soir, mais on avait parlé aussi de ce sujet de l'éducation aussi à la relation et que oui, il faut qu'il y ait une expérience de la relation pour avoir envie de la recréer. Alors, peut-être un petit mot justement sur ça, l'être humain et la nécessité fondamentale de la relation pour l'être humain. Moi, je vais vous raconter une histoire. Voilà, j'ai deux fonctions, donc au SAMU social de Paris et à la place de Saint-Louis. Et benoîtement, je pensais qu'en disant aux infirmiers, aux travailleurs sociaux du SAMU social, je suis à la passe de Saint-Louis tel jour et tel jour, vous allez pouvoir les accompagner. Vous leur donnez un petit mot, puis ils vont venir. En fait, personne n'est venu. Parce que le Will qui est de la vraie vie, ça ne lui dit rien d'aller voir un toubib dans l'hôpital. L'hôpital, ça lui fait peur, c'est un espèce de silo dont a priori il est exclu, donc il ne va pas venir. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, on va faire l'inverse. Je vais aller voir Will sur place.
et voir lui parler, faire sa connaissance, rester le temps nécessaire pour le convaincre de faire ce pas en avant et de venir à la consultation. Puis on verra tranquillement. Voilà. Et donc là, on est bien loin du réseau numérique, de tout ça. On est sur la nécessité d'une relation à l'autre extrêmement incarnée, extrêmement odorante, extrêmement bruyante, extrêmement tout ce que vous voudrez, mais qui est absolument nécessaire pour que l'autre puisse avoir le sentiment fort d'être appréhendé à la hauteur de son humanité. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est de considérer l'autre à ce niveau-là. Voilà. Et moi, ce que je crains, et quand je vois les jeunes infirmiers, les jeunes médecins que j'ai pu côtoyer à l'hôpital, c'est de voir que, en fait, à force de travailler sur des modèles très procédurés, très protocolés, très numérisés, finalement, ils se numérisent eux-mêmes. Et c'est ça qui m'inquiète. Voilà. On avait le sentiment illusoire, il y a quelques années, de construire le robot humain. En fait, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'humain robotisé ? Donc c'est la limite, la question qu'il faut se poser, et en particulier pour tous ces métiers de l'humain qui sont à l'heure actuelle en souffrance. Je pense que la raison fondamentale pour laquelle tous ces métiers de l'humain, que ce soit le juge, l'avocat, le flic, tout ce que vous voudrez, si tous ces gens sont en souffrance, c'est pas parce qu'il y a le Covid qui les a fatigués, non, ça c'est une illusion. C'est une foutaise. Non, ce qui les fatigue, c'est le fait que la relation humaine ne soit plus au centre de l'évaluation, de l'ajustement de leur profession. Et c'est simplement la traçabilité, la validation sur le numérique qui est l'objet de validation et d'appréhension de la qualité du travail fourni. Je pense que la raison fondamentale de la souffrance à l'heure actuelle se situe à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les quatre. Maintenant, je vais me tourner vers vous. Vous avez peut-être des questions, des réactions, des commentaires. L'idée, c'est de prendre 15-20 minutes pour vous écouter aussi et n'hésitez pas. Donc, levez le doigt et Vincent va venir avec le micro. Alors, il faut toujours la première question. Elle fait... Ah, on ne voit pas bien. Non. Vous n'êtes pas inspiré par ce... Ah, Thierry. Bien, je vais tenter la première question. En fait, on voit bien que le numérique, c'est un outil qui peut être formidable, mais qui a des limites. Et dans les limites, j'en entends plusieurs, mais notamment celle qu'il y a à la fois une capacité de limitation de la relation humaine au sens de l'ouïe et de la vue, et on ne sent plus le souffle même de la personne qui est en face de nous. Dans le métavers, ils ont même, c'est que des troncs, il n'y a pas de jambes, sauf erreur de ma part. Et donc, on limite la relation. Et l'autre, c'est qu'il y a une amplification de la violence. Et de par le fait, on spécialise les relations par communauté d'intérêt. Et du coup, on complique les choses. Et effectivement, on balance des injures beaucoup plus facilement que si on était face à face. Et cette vanité, elle est amplifiée. C'est-à-dire que quand je suis vaniteux avec mon voisin physique, ça reste à mon voisin physique. Alors que là, la vanité, je peux la déployer vitesse grand V. Et donc, et puis on dit que la relation est essentielle. Alors, bon, faut faire avec, quoi. Et il faut faire avec cet outil qui nous apporte plein d'avantages aussi. Donc, quelle est la préconisation que vous feriez les uns et les autres pour dire, mais comment est-ce qu'on remet la relation au centre de nos vies et comment notre société peut entendre cette préconisation? Comment peut-elle échapper au diktat de l'argent qui est souvent finalement le gros truc qu'il y a derrière, quoi.
Juste une réflexion. Si on se reporte quelques années en arrière, il y avait le téléphone. Et le téléphone, plein de gens critiquaient le téléphone en disant ça coupe la relation. D'accord ? Je n'entends pas ce qu'on te raconte, je ne sais pas qui a appelé, enfin bref. Donc ça coupait la relation. Il y avait un rapport assez immature à l'objet. Et je me pose la question, malgré les critiques formulées, de savoir si on n'est pas encore dans une certaine forme d'immaturité vis-à-vis du numérique. Mais son évolution est tellement rapide que finalement, est-ce qu'on ne va pas toujours rester éternellement dans cette immaturité ? Moi, je suis d'accord avec vous, j'aurais envie de rajouter qu'est-ce qu'on a envie qui se joue dans une consultation, en fait. Moi, médecin, j'ai envie de mener cette consultation de telle sorte que d'être en face à face, de sentir, de voir, de toucher mes malades. J'ai envie qu'il se passe quelque chose qui effectivement transcende l'efficacité, même si elle peut être utile, d'une consultation en live. C'est évidemment vrai aussi dans le monde de l'entreprise que je connais. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe le matin quand les gens arrivent au travail ? Est-ce qu'on a envie est-ce qu'on a envie que les gens donnent du sens à se réunir, à échanger, à débattre, à être en désaccord, à pouvoir être force de proposition, à prendre des initiatives ? Qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe dans ces lieux-là de rencontre, de telle sorte qu'on n'échappera pas à cette forme de dématérialisation qui est déjà là et dont on voit bien les bénéfices ? Et probablement notre acte de résistance d'humain à humain, c'est probablement ça, c'est de penser délibérément notre envie d'être, quand on est ensemble, qu'est-ce qui se joue ? Alors, excusez-moi, j'ai le sentiment que vous attendez que vos collaborateurs vous racontent leurs histoires, la façon dont ils ont vécu les choses. Et le patient qui est en face du médecin, ce qu'il veut, c'est pouvoir déposer son sac avec son histoire. Et il veut que le médecin écoute cette histoire. Et l'intégralité du boulot est fait à partir de ce moment-là. Sachant qu'il y a le non-verbal dans tout ce qui... Oui. Sur ta question par rapport à notre rapport à l'outil, ce qu'il faudrait faire, du coup, j'ai pas de réponse évidemment, mais une réflexion, c'est que pour la première fois un peu dans l'histoire de l'humanité, la génération qui est supposée éduquer la jeune génération n'est plus capable de le faire, parce qu'en fait ces outils-là qui sont maîtrisés d'abord bien souvent par les plus jeunes, en fait on peut pas si on le connaît pas, on peut pas leur donner les codes, la façon de se comporter, la prudence, etc. Et donc il y a une espèce d'inversion de transmission qui est dangereuse, parce qu'en fait il y a une génération qui arrive et qui découvre ces outils sans le mode d'emploi et sans limite. Et je pense que une bonne réflexion, ça serait d'essayer de repenser à cette problématique de transmission, sur la prudence à avoir ou sur les bonnes pratiques quelque part, en fait. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel ils sont livrés complètement à eux-mêmes. Je crois qu'il faut apprendre à couper, savoir ne pas utiliser ces outils. Comme on n'utilise pas son portable à table. Donc c'est une éducation. Et tout à l'heure, il était question du silence. Mais il faut savoir aussi s'éduquer à ne plus avoir ces outils pendant quelques temps, puisqu'ils ont aussi leur utilité. Ça permet aussi du silence, ça permet de ne plus être pris dans une espèce... tu le disais tout à l'heure, Jean-Marie, il y a toute une stratégie pour prendre les personnes et on les amène dans une hyperactivité, qui n'est pas une activité réelle d'ailleurs. Mais savoir couper, ça serait une bonne chose. Et la deuxième conseil, savoir faire des choses avec les autres, avec des scouts, avec mon équipe de rugby, avec ma chorale, et du coup, le virtuel disparaît, ces outils numériques disparaissent parce que je fais du lien humain avec d'autres humains. Merci à tous les quatre. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, bonjour, et merci de ces échanges passionnants. Moi, ce que je retiens, c'est que d'un côté, évidemment, on voit bien que la relation vraie permet d'avoir le goût de la vie, donc vous l'avez bien expliqué, mais de l'autre, être coupé de la numérisation,
excluent aussi. Moi, j'ai des enfants en bas âge. À partir de 11, 12, 13 ans, quand on n'a pas accès à un portable, on risque l'exclusion dans sa classe. Et j'ai aussi une grand-mère formidable de 92 ans. Et je peux vous dire qu'elle peut encore marcher, elle a envie d'aller dans des expositions, etc. Mais elle n'arrive plus à prendre ses billets toute seule. Et la numérisation, son incapacité à être numérisée l'exclut dans une certaine mesure. Donc on voit bien que la clé, c'est la formation à ces outils. Jean-Marc, vous le soulignez. Et qu'est-ce que la société fait là-dessus? Est-ce qu'il y a des politiques publiques? Enfin, on fait des maths à l'école, on fait du français. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre à nos enfants à se servir positivement de ces nouveaux outils sans aller dans l'excès? Mais je n'ai pas l'impression que ce soit l'urgence du moment. Est-ce que vous pourriez éventuellement réagir à ça? Merci. Alors, peut-être pas tous les quatre, mais s'il y en a un qui se sent de réagir, parce que je vois qu'il y a encore des bras qui se lèvent en haut. Alors, d'abord, l'entreprise fait des choses, puisque, comme je vous le disais, on a digitalisé une bonne partie aussi de nos process, et tout en constatant qu'une partie de nos collaborateurs n'avaient pas accès, du coup, puisque donc, ça les excluait. Moi, ça fait déjà très longtemps que j'ai acté ça. Enfin, donc, il y a eu beaucoup de rapports qui ont mené par des rapporteurs de l'Assemblée nationale qui indiquaient qu'effectivement, il y avait des fractures numériques et pas nécessairement sur des questions d'âge. Hein, il y a aussi des questions d'éducation et d'accès au numérique. Et donc, en tout cas, moi, depuis déjà 4 ans, je prône pour que en entreprise, on forme les gens à utiliser et les outils évidemment que nous utilisons en interne, mais aussi parce que demain, ça leur permettra de faire leurs impôts, de faire leurs démarches auprès de la CAF, la sécurité sociale, etc., etc. Parce que tout en même temps que l'entreprise se numérise, c'est tous les services publics qui se numérisent aujourd'hui. Et là, pour le coup, à ma connaissance, il ne se passe pas grand-chose, sauf peut-être auprès de personnes très précarisées. Mais il y a une partie de la population active, donc intégrée socialement, et qui pour autant est en retrait par rapport à l'utilisation de ces outils. Et en tout cas, en entreprise, il y a bien des formations, c'est pas suffisant. Et on se heurte là, je trouve, à un obstacle qui est difficile à dépasser parce que c'est multicausal. Voilà. Mais il y a bien des choses, en tout cas, en entreprise. Et sur l'univers de l'école, de l'université, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous connaissez un peu ce sujet ou pas? Qu'est-ce qui est fait ou pas? Non, il n'y a quasiment rien qui est fait à l'école sur ce point-là, ce qui est effectivement regrettable parce que ce sont une nouvelle technologie et comme toute technologie, il faut apprendre à s'en servir. Mais sans doute que le meilleur apprentissage, c'est l'exemplarité. Donc le rôle des adultes, quand on parle des enfants, des adolescents, etc., c'est là-dessus de montrer, de donner l'exemple, parce que le premier éducateur avant l'école, ce sont quand même les familles. Et si les familles éduquent leurs enfants et réclament à l'école de le faire, ça se fera plus facilement. Merci. Alors il y a là-haut, oui. Je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, j'avais un commentaire et une question. Étienne Ronchini, fondateur d'Espérance et Algorithme, qui est un réseau cousin. Un commentaire, ici même, il y a 6 mois, on a fait une conférence sur la sobriété numérique. Et il y avait une proposition du grand rabbin de France s'adressant aux chrétiens en proposant le Shabbat numérique qui aurait lieu le dimanche. Pour suivre Voilà, le Shabbat, c'est-à-dire je me déconnecte effectivement des outils numériques, mais totalement. Et avec ça, je reprends effectivement le lien. Donc moi, j'ai essayé de le faire pendant le carême cette année. C'est très dur, tous les dimanches, pendant 24 heures, de tout supprimer. C'est très dur, mais c'est salutaire. Alors ensuite, j'aurais une question. La tonalité de ce soir, parfois, m'apparaît un peu française ou latine. Et je me demandais qu'est-ce qui se vit sous d'autres longitudes. Par exemple, en Corée, pays très chrétien, mais avec une culture digitale très différente. Donc, qu'est-ce qui se vit, et en particulier sur les sujets de l'exclusion, de la grande exclusion? Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir le sujet de ce soir? Alors,
Jean-Marc, peut-être on va s'appuyer sur ta culture internationale. Non, j'ai pas la vision de ça. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une professeure à Harvard sur l'innovation qui me disait que ce qu'on faisait serait intéressant dans les autres pays anglo-saxons, mais pas en Asie, en disant qu'on recrée la couche, ces termes c'était la couche de capital social, voilà, si je traduis, et que visiblement c'est un sujet qui dépasserait bien la France, et donc en tout cas pour les États-Unis, il semblait assez aligné avec ça, quoi. Et quant à l'idée du Shabbat, je trouve que c'est une très bonne idée. Étienne, ça me fait penser que cette phrase de Bernanos qu'on connaît tous, hein, que la société moderne est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. C'est en particulier vrai pour nos technologies numériques, qui sont en permanence en train de courir après notre attention. Donc, et de plus en plus, vous le savez, on fonctionne par interruption, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pratiquement plus me poser et réfléchir si j'ai pas une interruption, une notification ou quelque chose qui me dit tu as un nouveau message à lire ou tu as quelque chose à faire, quoi. Donc, et ça change radicalement la façon même de penser et de travailler. Donc je pense que l'éducation à une vie intérieure ou à un repos de type Shabbat pourrait effectivement faire partie d'une panoplie de solutions, à mon sens, quoi. Et pardon, je ne sais pas ce qui se passe en Corée du tout, quoi. Donc, En Corée du Nord, ils n'ont pas le problème, hein. Pour la Corée du Sud, je ne sais pas si c'est lié au numérique, mais la pression est telle qu'ils ont un taux de suicide chez les jeunes qui explose. Le gouvernement sud-coréen vient de prendre un certain nombre de décisions, d'ailleurs, pour lutter contre ce taux de suicide chez les jeunes, qui est lié en très grande partie à la pression sur les études et sur la réussite sociale. Je ne suis pas sûr que s'ils utilisent le numérique, ça n'en remette pas une couche supplémentaire. Monsieur. Oui, merci. Oui, on a bien souligné que dans ces outils, et ce n'est pas l'outil, mais c'est les usages qu'on en fait, il y a du positif, du négatif, des risques, des avancées, etc. Et moi, ce que je trouve quand même que le fait que c'est si compliqué à aborder comme problème, c'est que ça touche à tous les aspects de notre vie. On a parlé de la relation, on a parlé du travail, de la santé, de la famille, de la consommation, mais on pourrait en citer tellement plus. On pourrait parler des effets sur la démocratie, par exemple. La démocratie, elle est en train de changer complètement, probablement quand même un peu entraînée par les réseaux sociaux, les fake news, etc. Donc, dans cet outil, autant il y a de la puissance intéressante, autant il y a quand même du risque de manipulation. Manipulation des informations, manipulation des discours, manipulation des images. Enfin, on connaît tout ça un petit peu sur les réseaux. Et finalement, il y a une immense dépendance des esprits et de notre propre temps, notre propre disponibilité à l'utilisation qu'on fait de ces outils. Donc, pour moi, c'est un peu là qu'est le danger, et que tout le système en place par les GAFAM, etc., mais finalement, il fait un rapt sur notre temps, sur notre attention, sur notre temps de sommeil, sur notre, etc., notre vigilance, etc. Et je pense que donc, même si c'est pas... On n'est pas à la veille de se casser la figure à cause de ça, mais on est quand même à la veille d'un immense risque quand même de déformer la vie sociale et peut-être même un peu l'histoire humaine. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai un peu spontanément tendance à faire un parallèle avec l'écologie. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, on sentait bien par certaines alertes qu'on partait dans un mur au point de vue écologie. Et j'ai l'impression que sur le numérique, il faudrait qu'on ait un petit peu une ouverture d'esprit pour se dire qu'il y a quand même des signaux faibles qui annonce quand même une grosse difficulté si on n'y fait pas attention. Et y faire attention, effectivement, c'est peut-être sensibilisation, formation, éducation, etc. Mais c'est chacun de nous qui doit en prendre conscience, et les générations les unes après les autres. Mais je pense qu'il y a quand même un danger, autant qu'il y a de la puissance potentiellement pour gérer l'activité industrielle, etc., etc. Merci pour ce commentaire. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, commentaires? Je vais inviter Mr. President
sur scène, Jean Damien, qui va nous dire un mot de conclusion avant de se retrouver pour un verre de l'amitié. Oui, bonsoir. Je ne vais pas être long parce que beaucoup de choses ont été dites. Merci beaucoup pour votre participation. Je trouvais que ce qui était vraiment intéressant, c'est finalement de mélanger 4 milieux, l'entreprise, la santé, les gens de la rue, avec des expériences différentes, et finalement d'arriver à pas des points de vue, mais des regards un peu similaires. Alors c'est vrai que quand Thierry a proposé ce thème pour ce soir, on a trouvé ça un peu provoquant, parce que les captifs, il l'a dit tout à l'heure, c'est la rencontre à main nue qui prend son temps dans la rue. Alors on a beau parler d'autoroute de l'information pour Internet, on sentait que c'était quand même très très loin de notre mode d'action. Et c'est cette rencontre qui petit à petit va permettre le lien qu'on va créer, qui va permettre de développer, si la personne le souhaite, de l'accompagnement social. Donc on vient vraiment les mains nues. Alors, on est convaincu qu'on doit s'investir sur cette question-là, et vos réflexions nous nourrissent en fait. Je vais distinguer un peu deux sujets. Le premier, c'est parce qu'il me semble que vous avez parlé d'une part de l'utilisation des outils du numérique, donc de la dématérialisation des applications, etc. Et puis d'autre part, je mets un peu d'un autre point de vue les réseaux sociaux. Sur la dématérialisation, vous avez tous dit la richesse, je ne reviens pas là-dessus, l'exemple de l'intelligence artificielle, la gestion du personnel, etc. Mais vous avez souligné que nous ne sommes pas tous égaux face à ces outils. Vous avez parlé de collaborateurs non diplômés, des personnes de la rue qui n'ont pas accès à ces outils. D'où l'importance d'avoir des formateurs, mais je rajouterais peut-être pour nous que nous soyons des médiateurs entre les personnes de la rue, les personnes en grande exclusion que nous rencontrons, qu'elles soient dans la rue ou dans la prostitution, des médiateurs entre ces personnes et les outils. Alors j'ai bien aimé aussi ce que vous avez dit sur le risque, sur le risque l'intérêt des outils où l'acteur ou l'utilisateur est l'acteur de l'outil, c'est lui qui met en œuvre son application, qui l'utilise, qui déclare son billet de train, etc. Et quand ça ne marche pas, c'est bloqué. Mais finalement, tout le système est bloqué si ça ne marche pas, ce qu'a dit Joseph tout à l'heure. Mais c'est vrai que je pensais à ça en vous écoutant. Si on est positif, finalement, c'est quand même une démarche très captive. Parce que le captif, c'est la personne qui est au cœur de l'action. C'est elle qui agit. Nous, on l'accompagne. Si elle ne veut pas y aller, elle n'y va pas. Si elle veut y aller, elle y va. Si elle veut y aller à droite, à gauche, etc., nous, on l'accompagnera. Et j'aime bien cette idée qu'avec le numérique, on ne reçoit pas uniquement, mais on devient acteur de l'application qu'on met en œuvre. Ça, c'était pour être un peu plus positif. Mais vous avez aussi évidemment parlé des risques d'isolement, d'enfermement, et donc de la nécessité d'éduquer, de former, etc. Alors sur la question de l'argent sans contact, Jean-Marc l'a dit un peu, mais on n'a pas été au bout de la question. Et je pense que c'est incontournable. Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus d'argent liquide, on va dire? Et je pensais que cette dématérialisation, il y a un cas, peut-être que vous n'y pensez pas, mais que nous, on côtoie, c'est la question des situations de prostitution, où finalement, on est passé de prostitution de rue. La prostitution, c'est un échange d'un acte sexuel contre de l'argent. Et on est passé d'une prostitution de rue qui était matérialisée par de l'argent à une prostitution virtuelle, où la prise de relation peut être virtuelle et après physique, mais aussi une prostitution complètement virtuelle, où il y a des personnes qui se prostituent finalement contre de l'argent complètement dématérialisé. Donc c'est aussi un lieu, une question qu'il va falloir qu'on aborde et qui est dans nos préoccupations. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai bien compris que vous voyez ça comme un moyen d'entrer en relation, de créer des relations, notamment avec entourage, de mise en relation, surtout pour des personnes qui n'ont pas de réseau, qui sont très isolées.
Jean-Marc a rappelé que les réseaux sociaux, ça met en relation des gens qui se ressemblent, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui créent des bulles qui s'ignorent. Et finalement, elles ne se comprennent plus, elles s'insultent. Et en réponse, vous disiez, bah oui, la rencontre physique, elle permet de créer l'inattendu, et c'est évidemment ce que nous vivons au Captif. Quand on fait une tournée, on ne sait jamais qui on va rencontrer, ce qu'elle va nous dire. Vous avez parlé beaucoup de l'importance du regard, des 5 sens qui sont atrophiés. Et c'est vrai que quand on est dans la rue, on a droit à tous les sens, le toucher, l'odorat, etc. Vous avez parlé de l'indicible aussi. J'ai bien aimé aussi que vous parliez de l'importance du silence. C'est-à-dire que quand on est dans la rue et quand on est dans une rencontre physique, il y a vraiment des grands temps de silence où on ne se dit rien et on ne sait pas si l'autre va rebondir, on ne sait pas ce qui va se passer. Et cet inattendu, c'est la richesse de la rencontre physique. Donc je voyais bien les réseaux sociaux pour nous comme un moyen d'élargir, d'entrer en relation, d'élargir nos relations avec les personnes, notamment en situation de prostitution, et puis les jeunes, comme l'a dit Thierry. Mais c'est sûr qu'elles n'annuleront l'utilisation de ces réseaux sociaux vont pas annuler la rencontre physique qui fait la richesse de ce que nous sommes. Et peut-être pour pas être trop long, c'est vrai que les réseaux sociaux sont souvent autocentrés, c'est-à-dire que vous avez parlé beaucoup de la vanité, c'est-à-dire qu'on se met, c'est moi que je raconte, c'est moi que je mets en valeur. Et vraiment, les captifs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que